Comment et pourquoi investir dans les arts décoratifs? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine thématique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphanie Duplex. Bonjour Stéphanie Duplex. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Paul Bert Serpette. Première question, on parle d'investissement dans les arts décoratifs. Les arts décoratifs, ça recoupe quoi concrètement? On parle de design, on parle d'objets de décoration. Est-ce que ça va jusqu'aux œuvres d'art? Ça va jusqu'aux œuvres d'art et parce que alors c'est vraiment une nuance qui est un peu compliquée actuellement parce qu'il y a une abondance de propositions dans la décoration. D'accord. Pour faire une petite comparaison très simple, j'appellerais ce qu'on propose en décoration actuellement de la fast fashion. D'accord. Et nous, on est plutôt spécialisé sur le prêt-à-porter haut de gamme et la haute couture. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'on est vraiment boutique de décoration qui serait plutôt de la fast fashion la boutique de décoration, elle va proposer, mais que ce soit dans tout le mobilier et autres, elle va proposer des pièces de décor qui vont aller avec des tendances ou des collections. D'accord. Paul Bert Serpette, c'est un marché d'antiquité qui réunit 23 siècles de propositions d'art décoratif. Et là où on peut très bien différencier les deux choses, c'est que si c'est chez nous, c'est que ça a traversé le temps. Si ça a traversé le temps, c'est que c'est de qualité et que ça a été aimé, transmis par des familles, des collectionneurs. Et que on part toujours, que ce soit qu'on parle de lustre, qu'on parle de canapé, qu'on parle de bronze, qu'on parle de... Enfin, tout est possible. Donc on parle de mobilier? Non. Pas que? Ah non, chez nous, vous avez des squelettes de dinosaures. D'accord. Voilà. on parle de tous ces objets qui peuvent être liés à de la collection et de l'investissement en soi. Alors, il peut y avoir... ce qui est quand même très connu actuellement, c'est la maroquinerie, la bagagerie à la française. Hein. Bien sûr. Enfin, on n'a plus besoin d'expliquer comment un Kelly de la maison Hermès devient du patrimoine. Mais vous pouvez aussi, quand vous êtes dans une démarche d'investissement dans un appartement, de décoration, mais on va, pour le coup, on peut, chez nous, vous achèterez du mobilier. Vous achèterez du tableau, vous achèterez de la tapisserie, mais vous pouvez aussi très bien, on imagine que vous voulez refaire un appartement haussmannien qui a été transformé pendant les dernières décennies. Vous pouvez très bien décider de remettre par exemple des fenêtres en bois haussmanniennes et venir chez nous acheter les crémones, acheter les poignées de porte en laiton. Et alors, je reviens sur ces idées de définition parce que qu'est-ce qui va définir quelque part un art décoratif par rapport à autre? C'est quoi? C'est la signature d'un designer? Non, ça va plus loin que ça parce qu'il ne faut pas être snob. Il y a chez nous, bien sûr, beaucoup de noms qui sont défendus de designers ou d'architectes ou même de manufactures. Hein. On peut parler aussi de manufactures, que ce soit des bronziers, des ébénistes. Non, ce qui va vraiment définir, c'est un peu l'intelligence, et la matière première et l'intelligence de la fabrication. D'accord. C'est-à-dire que on comprendra très vite, pour aller dans la caricature, que un fauteuil d'ébénisterie fait par un menuisier en chaise au 18e, qui arrive chez nous et qui est toujours en parfait état, qui aura peut-être besoin d'avoir une tapisserie refaite pour qu'il soit plus contemporaine, c'est une pièce d'art décoratif qui a nécessité un savoir-faire, qui a nécessité des matériaux de qualité, Bien sûr. qui est rentré dans un style d'art décoratif français. Là, parce que là, j'ai un peu en tête le fauteuil Louis XV. Cet objet a traversé le temps. Je vous mets au défi de trouver ça dans la grande distribution du mobilier actuellement. Alors, je crois qu'on a plusieurs visuels, hein, justement, d'art décoratif qui traversent les époques. Pour bien comprendre ça, comment est-ce qu'on peut faire le parallèle avec un produit d'investissement, justement, sur un produit d'art décoratif, je ne sais pas moi, un lustre ou des céramiques qui traversent les époques? Alors, les céramiques, c'est génial parce que là, pour le coup, vous avez... Alors, chez nous, il y a vraiment des grands collectionneurs et vous avez vraiment des pièces qui sont de l'investissement déjà. D'accord. C'est-à-dire qu'avec vraiment des noms. Avec une cote, donc. Avec vraiment une cote. Tout simplement parce que vous avez eu des mouvements. Je pense à Valoris avec Picasso qui a entraîné énormément de céramistes au moment où Picasso a fait de la céramique à Valoris. Et donc on a beaucoup de collections et des noms. Et on arrive même à redécouvrir des artistes ayant travaillé avec Picasso, ayant fait des séries. Il y a même les céramiques, par exemple, de Mité Espel qu'on a redécouvert en 2018, qui, quand moi, j'ai fait la première exposition, une petite pièce de céramique Mité Espel coûtait 300 €. À l'heure actuelle, elles se vendent et elles ont même été sur des salons à New York, ça se vend 3 000, 4 000 euros. Donc on a fait x10 là sur cet artiste qu'on a redécouvert parce qu'on connaît très bien le mouvement de cette création-là, qui est, on va dire, post-Seconde Guerre mondiale. On le connaît très bien, on connaît très bien les artistes qui s'y sont greffés.
et on continue à découvrir les gens qui ont travaillé avec eux. Mité Espel, pourquoi elle n'a pas été connue à l'époque? Tout simplement parce qu'elle faisait partie de ce collectif d'artistes. C'est une femme. Bien sûr. Donc c'est pas elle qui a été mise en avant. Et donc on l'a redécouvert plus tard, d'où le fait que la On cote a, est prise. on a découvert, à l'époque, vous aviez les grands noms de cette période, par exemple, c'était Picasso, c'était Capron, et Mité Espel était bien là. Mais pendant 50 ans, 60 ans, on a parlé d'eux. Et maintenant, on commence à redécouvrir les gens qui travaillaient avec eux, et dont cette femme. Et en plus, on a eu la chance, c'est qu'en 2018, elle avait 92 ans, elle était encore vivante. La famille connaissait très bien son travail. Donc, un livre a été écrit sur son travail, et on a très bien pu recréer la cote et les références, la légende. Si je comprends bien, on peut appréhender du coup certains arts décoratifs comme un investissement, mais ça reste aussi des acquisitions qui ont pour vocation de venir meubler une maison ou un appartement. Est-ce que du coup, la simple décision d'investissement suffit à acquérir un canapé, un lustre ou autre? Oui, d'accord. Oui, je vais vous dire tout simplement, quand vous allez, on prend l'exemple puisque vous êtes dans le mobilier, vous avez un appartement que vous souhaitez décorer. Bien sûr. Vous partez du point zéro et vous allez tout acheter dans une ligne de grande distribution. Vous voulez redéménager 10 ans après ou votre goût a changé 10 ans après, on est d'accord que ça va partir aux encombrants ou ça va être donné. Bon. Demain, vous vous dites, je fais une décoration signée, je vais m'acheter un canapé, je pense à, je sais pas, à Kagan, qui est un créateur, je vais m'acheter des petites consoles de Mathieu Mattego, je vais m'acheter un miroir vénitien, je vous complétez, un lustre à Pampille 18e, de la céramique Capron, vous refaites votre intérieur. 10 ans après, vous êtes là, on imagine que vous voulez tout revendre d'un coup. La totalité de ce que vous aurez acheté a de la valeur et vous pouvez le revendre. Est-ce qu'on peut voir des cotes baissées? Oui, alors clairement, oui, sur par exemple le mobilier 18e, que ce soit le style français Louis XV, Louis XVI a été un truc, une vague énorme dans les années 90 parce que tous les Américains voulaient que ça. Maintenant, ça vaut plus rien. Un fauteuil Louis XV en salle des ventes, c'est 300 €. D'accord. Par contre, donc, il faut savoir investir, c'est comme dans tout. Bien sûr. Oui. Par contre, vous pouvez voir les cotes monter, c'est là où c'est intéressant. Et en plus, on a dans Apolbert Serpette et dans les puces, vous pouvez encore faire des affaires. Parce que les marchands à ce stade-là sont des experts, sont des connaisseurs, n'achèteront jamais par hasard. Ils peuvent très bien faire un achat pour une valeur esthétique, en se disant il n'y a pas de cote, mais c'est un très beau tableau, ça a été très bien peint, ou aussi parce qu'ils sont tombés sur des achats, parce qu'ils achètent beaucoup aux particuliers aussi, ils sont tombés sur... Moi je pense, j'ai un exemple très simple, il y a peut-être il y a 4 ans maintenant, mais d'un marchand qui est tombé sur un tableau de Paul Jouve. Oui. Paul Jouve, qui est l'illustrateur de Kipling pour le livre de la jungle, enfin qui reste un grand... illustrateur et peintre, et ce tableau qui était merveilleux, dont le sujet c'était deux tigres, donc typiquement dans la création de Paul Jouve, ce tableau, le marchand le met en vente chez nous 60 000 €. Tout le monde est passé devant en se disant Paul Jouve, Opus de Saint-Ouen, 60 000 €, c'est une grosse somme. Le marchand a fait travailler son réseau et a décidé de le poser en salle des ventes, en se disant, je vais le mettre non pas dans une boutique Opus, mais face au monde entier. Le tableau a fait 92 000 € D'accord. en résultat. Donc vous pouvez, si vous êtes malin, instruit, que vous connaissez notre territoire et que vous venez souvent, tomber sur des pépites. Merci Stéphanie Duplex de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je vous en prie. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.